Épisode 407 des Technos. Merci d'avoir choisi une fois de plus d'écouter un épisode de ce podcast technologique qui traite la technologie et l'information technologique d'une autre manière. C'est une autre façon de voir les nouvelles technologies avec deux chroniqueurs que sont d'un côté Benoît. Salut Benoît. Salut. Et de l'autre côté Thierry. Et salut Thierry. Salut tout le monde. Alors je vous explique pas le bazar. Arriver à voir Thierry en entier dans l'image et avec du son et de l'image qui bouge, etc. On a pris du retard sur notre petit planning habituel, donc on va pas trop traîner nous-mêmes pour pas non plus aller se coucher à pas d'heure. Mais tout ça pour vous dire que ils sont tous les deux fin prêts pour cette revue de presse, puisque c'est de cela dont il s'agit. Ils ont découvert plein de trucs dans leur lecture cette semaine et ils en ont fait une sélection. Ils se sont dit ça j'ai envie d'en parler aux techno, ça j'ai envie d'en parler aux techno, ça j'en parle pas, hop, et etc. Et donc c'est de cela dont on va parler dans cet épisode 407, avant-dernier épisode de la saison. Comme ça vous savez que on termine la saison fin du mois et on sera encore là un tout petit peu pendant l'été, mais pas beaucoup. Mais on sera quand même là au mois de juillet et au mois d'août. Où sont passés mes boutons? Voilà. Ça, c'est le bouton qui pousse sur la lettre puisque c'est un abécédaire, on commence par la lettre B. B comme broderie, Benoît. Benoît, il vient toujours avec des sujets voilà. Chaque fois, quand je vois ces sujets en préparant, je me dis, ah oui, d'accord, ok, bah c'est Benoît, effectivement. Et comme Thierry, j'ai à peu près le même genre de problème. Ça risque d'être assez rigolo. On va parler de broderie, Benoît. Exactement, j'ai une réputation à tenir. Oui, c'est ça. Et là, c'est le challenge, parce que c'est vraiment c'est le combat des chefs sur les sujets atypiques. Heureusement, ça reste encore des technologies. Je suis encore assez content. Oui. C'est un projet maker à base d'Arduino. Et là, c'est dans les choses que j'ai vues récemment, effectivement, marqué. Celui-là m'a marqué parce qu'en fait, ma femme est couturière. Alors, elle est informaticienne, hein, mais en cours du soir, elle a fait les études de couturière. Et donc, j'ai à la maison une machine à broder. Une petite machine à broder familiale. Ça coûte la peau des fesses, ce machin-là. Donc ma femme a acheté une belle machine à coudre puisqu'elle aime bien ça. Et puis il y avait l'option pour mettre le machin à broder, ça coûte mais vraiment la peau des fesses. Et quand tu regardes l'appareil, tu te dis en fait c'est quand même pas grand chose. Parce que fondamentalement, ce qu'il faut, c'est un petit cadre sur lequel on tend le tissu, et puis deux petits moteurs pour faire bouger le petit cadre pendant que l'aiguille vient broder gentiment. Il faut savoir que sur la plupart des vêtements maintenant, quand tu as de la broderie, c'est plus fait à la main, c'est fait avec des machines industrielles grosses et compagnie, ou des petites machines à la maison. Et là, j'ai trouvé ce petit projet Arduino qui m'a interpellé, parce que les gens prennent une machine de base, donc une machine qui n'est pas prévue a priori pour broder. Machine à coudre. Une machine à coudre, oui, tout à fait. Une machine à coudre de base, une machine qui n'est pas prévue pour broder. Et en incorporant des composants d'imprimante 3D, il la transforme en machine à broder. Et j'ai trouvé ça absolument gag. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, le petit moteur qui sert à déplacer le cadre, le cadre, ça se vend, hein, c'est pas très cher, c'est pas ça qui coûte cher. Comme sur une imprimante 3D, tu vois, des petits éléments qui vont me déplacer le plateau, ça, ils ont réutilisé ce cadre-là. Ensuite, un petit chine Arduino GRBL, donc qui permet normalement de piloter une petite imprimante 3D ou une grosse d'ailleurs aussi, une imprimante 3D ou une CNC, donc qui permet de piloter les deux moteurs sur les deux axes, et également un bricolage, et c'est ça qui est original, qui va chercher le moteur de l'imprimante, qui va chercher le moteur de la machine à coudre pour pouvoir piloter aussi l'aiguille, parce qu'il faut évidemment coordonner l'aiguille avec les mouvements du reste. Il ne faut pas que le plateau bouge quand l'aiguille est enfoncée, en fait. Il faut que le plateau bouge quand l'aiguille est relevée. Voilà. Et avec ça, plus un petit peu de soft libre, parce que j'ai découvert qu'il y avait plein de soft libres du coup qui existent, qui prennent ton dessin que tu as réalisé et qui en font du G-code, donc le même G-code qu'on utilise pour une imprimante 3D ou pour une CNC. J'ai trouvé ça absolument amusant et malin, parce que ce qui est compliqué plutôt pour un maker à faire, parce que là on trouve pas immédiatement, c'est une machine à coudre. C'est de la mécanique complexe, une machine à coudre. Je veux dire, toute la mécanique qui fait que l'aiguille sort, rentre, etc. C'est super complexe. Mais derrière cette partie mécanique, en fait, t'as un moteur, t'as souvent maintenant un petit peu de soft et des machins comme ça, parce que des petits écrans, des trucs pareils. Mais là tu tombes dans de l'électronique classique, je vais dire. Oui. Et donc venir
harponner le système qui est compliqué, que le maker ne pourrait pas faire par lui-même, venir y ajouter des composants qui sont assez simples à trouver, je trouve l'idée absolument brillante. Donc je voulais vous en parler parce que peut-être ça va donner des idées à certains de nos auditeurs. Moi, je trouve ça génial parce que c'est vraiment de la broderie. C'est-à-dire que si vous avez un logo à broder sur un t-shirt ou un sweatshirt ou une veste, par exemple, vous pouvez le faire avec ce système-là. Hein. Après, je pense qu'il y a quand même du boulot de mise en œuvre et de réglage en amont qui, il faut vraiment être bricoleur, mais je trouve ça génial. Ça va bien au-delà aussi des petits systèmes de broderie, parce qu'il y a eu ça aussi à une époque sur certaines machines à coudre. Ça fonctionnait, si je me rappelle bien, avec des cartes perforées, et ça faisait des points, par contre, mais c'est pas des dessins, mais des points particuliers en fonction de la carte qu'on mettait dedans, et donc ça servissait le petit moteur, comme tu disais, l'aiguille, la synchronisation avec l'avance, le recul, etc., pour faire des petites frises de cette manière-là, mais pas des logos, quoi. Tu dates un petit peu, mon ami, parce que ça, oui, bien sûr. C'est installé dans les machines par défaut. Je sais. Oui, bien sûr. Je dis pas le contraire. C'est un peu plus sophistiqué, ceci-là. Oui, bien sûr. Ici, mais c'est ce que je dis. Ça va beaucoup plus loin, mais en même temps, l'histoire des petites cartes. C'est une vraie broderie. L'histoire des cartes perforées, ça appelle aussi aux cartes perforées en informatique. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a de la programmation déjà dans le concept. Oui, tout à fait. Mais les métiers à tisser utilisaient des cartes perforées. Il y a une longue histoire d'automatisation à partir de cartes. Hein. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, juste pour finir sur le sujet, c'est le fait que quand tu achètes ces machines, d'abord, comme je disais, quand tu prends du fabricant, ça coûte la peau des fesses. Oui. Tu t'en sers pas si souvent que ça, au final, parce que c'est sympa sur certains vêtements, ça donne bien sur certaines choses, tu vas mettre un petit effet, etc. Ouais. Tu peux faire des choses très jolies, mais c'est pas le truc que tu utilises le plus souvent, donc c'est cher pour pas se mouiller. Ouais. Et alors, c'est bourré de machins propriétaires. Donc, le soft est propriétaire, les petits dessins que tu veux mettre dessus sont propriétaires, enfin, c'est vraiment le truc, tu vois, pour faire casquer les gens à mort. Alors que là, non seulement l'équipement est moins cher, mais aussi les softs sont de l'open source. Ouais. Donc ça te permet de prendre des images bien moins chères, images dont on a les droits évidemment, mais bien moins chères, et de les faire passer comme ça sur ta broderie. Est-ce que Thierry est convaincu, il va se mettre à la broderie? Non, mais je vais surtout remercier Benoît parce qu'il fait démonstration de technologie suisse, parce que j'ai bien vu, c'est une Bernina, la machine. Tout à fait. C'est un suisse. Tout à fait. Voilà. Et ça te fera plaisir, Thierry, de savoir que ma femme a également une Bernina. Voilà, tout est dit. Voilà. Je vais vous laisser entre filles. C'est une très bonne marque de mort. Hein. C'est une très très bonne marque de machine à coudre. Hein. Ouais, je confirme. Bon. Mais ceci étant dit, en plus de ça, elle permet de se laisser hacker. Donc c'est vraiment c'est juste parfait si ça vous tente, ou si vous avez envie de vous lancer. On met la source évidemment de ce dont parle Benoît, et en général avec la source on peut déjà aller assez loin, hein, d'après ce que j'ai vu, il y a les liens, etc. Donc il y a vraiment moyen de imprimer les fichiers et à tout. Ouais, donc ça c'est vraiment bien. Bon, on passe à la suite. On avance avec la lettre D comme DDoS, attaque par déni de service en bon français de chez nous, Thierry. La Suisse s'est faite attaquer il y a peu, cette semaine d'ailleurs. Oui. Au-delà du fait, moi je voulais le partager avec vous sur le fait qu'effectivement, il y a un phénomène assez étrange sur lequel j'avais envie de rebondir, d'échanger avec vous, c'est que en fait, très vite, on a parlé de qui étaient les attaquants et quels étaient les sites qui étaient touchés. Il y a eu des médias, il y a eu deux, trois sites qui sont des enseignes ici en Suisse. Il y a eu l'aéroport de Genève, mais ça n'a pas du tout perturbé le trafic aérien. Il y a eu comme ça, effectivement, plusieurs sites qui ont fait l'objet d'attaques du groupe No Name. Donc très vite, on a su qui étaient effectivement les attaquants. Mais au-delà des considérations politiques, puisque, pour faire super court, parce que je ne veux pas rentrer dans ce débat, le groupe en question est venu taper sur quelques marques, quelques sociétés, quelques institutions suisses qui étaient pro-Ukraine. Moi, ce qui m'a choqué, ce qui m'a interpellé, c'est que très vite on a parlé du hacking, très vite on a parlé de qui était derrière tout ça, et j'ai une théorie.
j'ai une théorie qui est qu'en fait, on est principalement sur du DOS ou du DDoS. Effectivement, hein, donc ces fameuses attaques de Deny of Service, c'est quand vous envoyez plein de requêtes pour couler, pour submerger un site, pour un service en ligne. Il y a eu quelques serveurs de mail aussi qui ont été touchés. Mais fondamentalement, on ne vole pas de data, on ne casse rien, on bloque, en fait. Et très souvent, en fait, parce qu'il y a eu des attaques informatiques ici en Suisse, comme par exemple des vols de données chez notre opérateur national qui est Swisscom, bah c'est beaucoup plus tard qu'on entend parler de tout ça. C'est beaucoup plus tardivement que on voit en fait effectivement les dégâts que ça a causé. Là, dans les ressources que j'ai partagées, je vous ai même montré effectivement, j'ai partagé aussi des sites institutionnels de la Confédération, ou alors des captures d'écran qui montrent que le site est tout simplement inaccessible. Donc, pourquoi tout ça? Je pense que c'est de nouveau aussi là des considérations politiques, c'est de se dire comment ça se fait que à notre ère, quand il y a piratage ou hacking, on en parle si vite. Ce serait peut-être ça la vraie question qu'on devrait se poser. Techniquement, en fait, les outils pour faire ça, malheureusement, sont très faciles à accéder. Ça amène aussi la question de savoir est-ce que le groupe qu'on avait en face est vraiment un groupe doué qui est venu en pro-renfort, qui représente une vraie menace. Ça, je vous laisserai juge. Et puis, c'est l'occasion aussi de se replonger dans des outils qui vous permettent d'appréhender tout ça, de vous essayer avec, je dirais, le white hat, hein, le chapeau blanc du hacking, celui qui est éthique, avec cette fameuse distribution qui est Kali Linux, qui tourne maintenant même sur Windows, qu'on peut installer pour tester toutes sortes d'outils, pour faire du pen test, des tests de sécurité. Voilà, c'était juste très surprenant de voir ce qui s'est passé en Suisse si vite, en l'espace de quelques heures, de quelques jours, de voir tous ces médias qui ont dit « Ah, on se fait attaquer, on en parle », là où on a eu des attaques bien plus rudes qui ont été passées sous le silence pendant des années. Il y a un concours de circonstances, je vais passer la parole à Benoît qui a certainement une opinion sur le sujet aussi, mais il y a quand même un concours de circonstances. On est dans une fenêtre un peu particulière cette semaine, dans le sens où la Suisse a rejoint le reste de l'Occident, en gros, dans le 10e, je pense, paquet de mesures de rétorsion contre la Russie, dans le cadre du conflit russo-ukrainien, et que Zelensky a remercié d'ailleurs la Suisse. Il y a ça qui rentre aussi, et puis c'est très visible quand il y a une attaque par les services, on le voit, et donc il faut l'expliquer au public. Benoît, qu'en penses-tu? Je te rejoins sur la visibilité, et c'est vrai que par rapport à ce que dit Thierry, ces attaques sont certainement pas les plus dangereuses. Non. C'est pas avec ça qu'on va paralyser le pays ou quoi que ce soit, mais c'est quand même des attaques qui, auprès du grand public, sont inquiétantes parce que elles sont justement très visibles. Et donc ça montre qu'il se passe quelque chose. On sait qu'il y a en permanence une cyberguerre depuis même avant la situation en Ukraine, et qu'elle s'est considérablement amplifiée, mais elle n'est pas visible. Et donc pour le public, voilà, ça n'existe pas. Nous, on est au courant parce qu'on écoute les technos, parce qu'on s'intéresse à la technologie et tout ça, mais je pense que pour la plupart des gens, c'est pas visible. Et là, brusquement, ça devient visible. Et donc, forcément, les gens se posent des questions, il faut l'expliquer, etc. Mais tu as raison. C'est dommage qu'on n'en profite pas pour faire pédagogie et pour dire, mais en fait, ça, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'était l'autre chose, etc. Et puis, il faut quand même pas se leurrer, quand tu as une attaque des DOS, c'est quand même embêtant, hein, parce que surtout le moment où on télétravaille énormément, ça veut dire que tous les gens qui télétravaillaient avaient sans doute du mal à travailler correctement et tout ça, quoi. C'est vrai que c'est pas dangereux, mais c'est embêtant. Ça peut quand même solidement secouer ton infrastructure si c'est bien fait, entre guillemets, mais ici souvent c'est fait avec des moyens du bord, hein. Ce type d'attaque, il y a des softs qui existent, des petites applications, c'est juste pour faire peur, c'est une forme de terrorisme light, on va dire, ultra light même, par rapport à ce qu'on peut connaître par ailleurs, et donc ça fait parler, c'est fait pour faire parler, et voilà. En plus c'était une date anniversaire, le 12 juin, je pense que c'est par rapport aux Russes, enfin je sais plus très bien, il y a de l'histoire autour de ça aussi, donc c'était un peu symbolique en même temps, enfin voilà, le message semble être passé, et en gros, continuez à jouer avec vos attaques DDoS.
Nous, on continue notre affaire. Voilà, par ailleurs. Mais c'est intéressant de voir comment ça se passe et comment un État comme la Suisse réagit. On l'a vu dans d'autres pays aussi. Les réactions ne sont pas toujours les mêmes de temps en temps. Parce que c'est vrai que tu as raison, Benoît. Quand on nous vole des données, et c'est des fois plus sensible, quelque part, des données, des mots de passe, machin, etc., on le ressent pas. Ça m'a pas gêné aujourd'hui. On m'a volé toutes mes données, mais ça m'a pas gêné. Par contre, ça peut me gêner dans mes actions, voilà, etc. Et je l'ai vu. Ouais. Donc voilà. Les deux choses qu'on voit, c'est une attaque des DOS, ou alors quand tu as ta banque qui te contacte en disant votre carte de crédit a été compromise, on va vous envoyer une nouvelle carte de crédit. Oui, ou les saloperies d'attaque sur des données ou des systèmes informatiques d'hôpitaux, par exemple. Là, ça t'impacte très rapidement aussi, mais ça n'impacte qu'une partie de la population. Celui qui va jamais à l'hôpital et qui a une santé de fer, il s'en fout quelque part. Voilà. Ok, passons à la lettre F. Comme Firefly, Benoît, je vais te rendre la parole. On va parler de 150 millions en 2 semaines. Ce sont 2 chiffres. 150 millions en 2 semaines. Tu vas nous dire de quoi il s'agit. 150 millions d'utilisation de l'intelligence artificielle Firefly en 2 semaines. Donc en 2 semaines qu'elle est disponible sur les logiciels d'Adobe. Donc c'est quand même énorme. Alors, je pense qu'il faut relativiser. Il n'y a pas 150 millions d'images qui ont été créées et mises dans des affiches et des choses pareilles. Il y a forcément beaucoup d'expérimentation. Les 150 millions sont sans doute gonflés puisque dans Photoshop, si tu manipules une image, tu vas avoir plusieurs calques qui vont être générés par l'intelligence artificielle. Enfin, en fonction de la manip que tu fais, mais tu vas vite en avoir plusieurs. Et donc voilà. Mais ça montre quand même en 2 semaines qu'il y a un intérêt, et je fais 4 avec les doigts, en 2 semaines, ça montre qu'il y a quand même un intérêt important pour l'utilisation de ce genre de techno. C'est en ce moment, enfin c'était le sommet européen d'Adobe, où Adobe a énormément parlé de tout ce qu'ils font en matière d'intelligence artificielle, et en particulier l'intelligence artificielle générative. La dernière fois que j'étais venu, on avait parlé du fait que Adobe avait Firefly et avait décidé de l'intégrer dans ses produits, donc l'intégrer dans Photoshop, avec l'objectif de le mettre dans la version commerciale complètement fin d'année. On rappelle les éléments importants de la stratégie d'Adobe. C'est assurer une visibilité sur ce qui est fait par l'intelligence artificielle, par un système de marquage des images pour qu'on puisse savoir que l'image a été manipulée par une intelligence ou créée de toute pièce par une intelligence artificielle. 2, la contradiction de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on ne crée pas une image de toute pièce, on manipule une image existante, mais on la crée pas toute pièce en conservant des calques et en ayant vraiment travaillé sur l'environnement pour te permettre, contrairement aux générateurs genre DALL-E ou autres, où tu crées l'image et puis c'est pas ce que tu veux, tu dois recréer complètement l'image en étant plus précis dans ton prompt. Là, tu travailles avec des films, tu travailles avec des brosses. Donc tu vas pouvoir dire, voilà, je veux ce boulet d'image, c'est pas ce que tu veux, c'est sur un calque, tu désactives le calque, tu le refais en étant plus précis, tu dois pas refaire l'entièreté de ton travail. Adobe commence déjà à sortir une communication en disant, voilà, si on travaille avec un système DALL-E par rapport à notre système, on est jusqu'à 10 fois plus rapide, parce qu'on est beaucoup plus ponctuel. Et puis le dernier élément qui est très important, le fait qu'ils ont entraîné leur modèle sur des images sur lesquelles ils ont les droits, ce qui veut dire qu'une entreprise ne risque pas de se faire attaquer en justice parce que l'image a été exploitée incorrectement. On sait que les modèles d'intelligence artificielle générative sont entraînés sur des images et très souvent, c'est des images qui ont été pompées sur Internet sans se préoccuper des droits. C'est ce qui fait qu'on peut lui dire « fais-moi une image dans le style 2 », c'est parce qu'on a pompé des images du style 2. Et si l'artiste en question n'est pas dans le domaine public, s'il est toujours vivant par exemple, c'est interdit de faire ça. Donc on a là un problème. Qu'Adobe dit, on a géré puisqu'on travaille qu'avec des images sur lesquelles on a les droits. Ils offrent même une extension de leur garantie qu'ils ont aujourd'hui sur leur banque d'images. Donc si tu étais attaqué en justice pour utiliser une image de la banque d'images, Adobe te dédommage, pas pour les versions de base, il faut une version assez entreprise de la banque d'images. Ils ont étendu la même chose sur Firefly. Alors, d'un côté, ils ont fait ça, donc plein d'intelligence artificielle. Et deuxièmement, ils ont également présenté l'intelligence artificielle, intégré à leur système Sensei. Et ça, c'est tout ce qui va concerner la gestion de la communication. Donc nous, on pense évidemment tout de suite à l'image. Il y a plein d'autres aspects dans la gestion de la communication, par exemple le parcours d'achat.
le parcours que fait l'utilisateur sur ton site, pourquoi il va sur telle page, et puis il se rend sur il met tel et tel article dans le panier, et puis en final il décide de pas acheter, ou il achète, il en enlève 2, enfin bref, avoir une analyse de ça, et utiliser l'intelligence artificielle pour te faire des suggestions sur comment tu pourrais peut-être mieux segmenter ton marché, comment tu pourrais générer des contenus qui vont être plus typés pour certains utilisateurs, tout en respectant ta marque. Donc, tout en respectant les codes de ta marque, l'intelligence artificielle va te générer des contenus supplémentaires. Et ça, c'est la mauvaise nouvelle, puisqu'on annonce qu'en fait, dans les 2 ans qui viennent, il devrait y avoir jusque 5 fois plus de contenu marketing généré. Je dis que c'est une mauvaise nouvelle parce que moi, je trouve qu'il y en a déjà... Oui, il y en a déjà beaucoup. Beaucoup de trop. Alors, si on en fait en plus et qu'on génère automatiquement, c'est un petit peu l'horreur. Vas-y, Marc. Non, parce que quand tu parles de génération, justement, c'est vraiment IA générative, c'est qu'on va probablement être croulé sur Internet, sous les contenus fabriqués à la volée par ce type d'Internet. Quand on voit la vitesse à laquelle on peut créer un blog sur la pêche, sur la couture, ou que sais-je, avec quelques prompts, ChatGPT ou autre, vous sort le texte complet, même voir le code du site, enfin la totale de votre blog, ça veut dire que demain on peut avoir on peut multiplier le contenu d'Internet par 2 facile. Et donc saturation aussi. Et c'est le problème, et c'est le côté double discours dans le discours d'Adobe, parce que d'une part, ils disent, justement, avec ces outils, la créativité devient encore plus importante, parce que sinon, tout le monde va avoir la même campagne de pub, générée par l'intelligence artificielle, elles vont toutes se ressembler, donc il est encore plus important d'être créatif. Et puis en même temps, tu as tous ces outils où on prend ton produit et on génère automatiquement des versions adaptées à différents contenus. Il y a cette espèce de double discours, parce que je pense que quelque part, ils veulent intégrer ça dans leurs outils, ils ont bien conscience qu'ils en ont besoin sur leur marché, et en même temps, il faut rassurer les créatifs qui est quand même une part importante de leur marché. Ils insistent là-dessus d'ailleurs sur le fait que tout ce qui est génération de compléments d'images, etc., par les méthodes qui sont pour l'instant proposées en bêta, par exemple dans Photoshop, sont non destructives, c'est-à-dire qu'elles laissent libre cours aussi à la créativité de l'opérateur. Il a le droit de modifier ce qui a été proposé, de l'intégrer différemment, etc., etc. Ça, c'est quand même, c'est une porte ouverte aussi en disant ça peut faire gagner du temps, mais le créatif peut s'y donner à cœur joie aussi quelque part. Ça a l'air de... Voilà. Moi qui devais rire, ça s'appelle un vent. Au revoir. Avec admiration, on réfléchit à ce que tu nous dis. C'est ça. Mais bon voilà. Si vous entendez des bruits de jeux, d'enfants au loin, il faut savoir, je vous le dis parce que vous ne le voyez pas, mais Thierry est dans son van sur une aire de repos quelque part aux alentours. La porte latérale ouverte malgré près de Dijon. J'ai pas de bonnette aujourd'hui, désolé. Voilà. mais en plus, s'il ferme la porte, il s'étouffe parce qu'il fait trop chaud. Mais donc voilà, c'est juste pour replacer les choses dans le contexte. Voilà. Moi, je reste toujours étonné qu'on puisse, à notre époque, c'est génial, on peut faire des trucs comme ça, parler à 3 avec. Il y en a un qui est dans la région de Namur en Belgique, le cul sur une chaise, moi à Bruxelles, l'autre dans son fourgon près de Dijon. Près de Dijon. Moi, je trouve ça magnifique, avec tous les problèmes techniques que ça peut comporter. Avec pas toujours aussi des canaux et autres. Il tire un câble jusqu'à Dijon. Oui, c'est un très très long câble. C'est ça. Voilà. Mais pour nous récompenser, il nous rapportera un repos de moutarde de Dijon. Exactement. Voilà. C'est la lettre suivante. Comme Instagram, Thierry, on parle encore d'intelligence artificielle qui débarque d'ailleurs sur Insta. Voilà, Instagram, j'ai mis un R en trop, c'est pas Amstramgram. C'est vrai ça. Et voilà. C'est à cause de la moutarde de Dijon. C'est la Fallo, si jamais vous voulez découvrir une très bonne moutarde de Dijon. Achetez pas celle dont on parle
partout. Oui. La moutarde Fallot, F-A-2-L-O-T, c'est un pur produit Dijon. C'est vraiment excellent. Non, mais c'est pas pour ça que je prends la parole. Instagram, ça y est. Bah oui, après tous les autres, j'ai envie de dire, Marc, arrête, mais pas Marc, celui-là d'aujourd'hui. Je parle de Zuckerberg. Oui. Arrête de faire comme tout le monde, arrête de copier, puisqu'effectivement, les derniers en date, c'était nos amis de Snapchat, de proposer une interface d'intelligence artificielle avec laquelle vous pouvez dialoguer, vous pouvez imaginer, bien causer un petit peu. Il y a toutes sortes de possibilités qui se cachent là derrière, mais il y a aussi les dérives, puisqu'effectivement on en a parlé très rapidement. J'ai vu de ci de là des gens qui s'offusquaient sur les petites têtes blondes qui se retrouvaient à dialoguer avec un être imaginaire et qui étaient un petit peu, un petit peu curieux pour aller chercher comme ça des infos sur celles et ceux qui sont sur ces réseaux. Et donc, comme par habitude, les services de M. Zuckerberg se devaient de copier les autres et ça y est, on va pouvoir aussi faire mumuse avec l'intelligence artificielle dans Instagram. C'est une info que vous avez sûrement dû voir passer, elle est fraîche de quelques jours. Moi, je viens ici avec une question, mais pourquoi ? Parce que je vois par exemple chez Snapchat que je continue à utiliser malgré le fait que je suis présent sur d'autres réseaux, qui vient avec des lens vraiment bien fichus, vous savez, ces fameux effets. Il y avait cette tentative d'essayer de faire chaque fois la même chose. On a vu les Reels, ces fameuses vidéos éphémères, ces contenus très courts. Et ça commence à me fatiguer en fait de voir que les services de Zuckerberg font que dans la machine à copier-coller, la photocopieuse, puisqu'effectivement, vous avez aussi vu passer la chose. Il y a pléthore de mes contacts dans mes réseaux qui sont adeptes de WhatsApp et qui font maintenant mumuse avec les sondages. Voilà, on peut par exemple, dans une discussion, dans un groupe WhatsApp, faire des sondages, là où ce genre de choses existait déjà sur des plateformes professionnelles ou autres, des messageries, et je vais pas faire la liste parce que la liste est vraiment très très longue. Voilà, ça mérite pas plus, c'est simplement qu'il faut qu'on jette un coup d'œil de voir qu'est-ce que ça va amener comme dérive, parce que c'est pas non plus anodin de voir cette IA arriver sur Insta. On est vraiment dans une période où la moindre combine, j'ai envie de dire, pour Mark Zuckerberg est utile pour essayer de mieux connaître ses utilisateurs, pour mieux les garder captifs, parce qu'il y a beaucoup d'abandon de ces réseaux pour aller sur TikTok. TikTok ne cesse de grossir, ne cesse d'attirer du monde, des nouveaux utilisateurs. Voilà, moi je serais Marc, je commencerais à m'inquiéter. J'aimerais pas être dans ces baskets actuellement. Au-delà de ça, c'est de nouveau le buzzword du moment IA. Qui est mis à toutes les sauces. Benoît, je sais pas ce que t'en penses, mais bon, c'est normal que ça arrive aussi dans Instagram. Instagram. Bah oui, mais en même temps, c'est vrai, je suis comme Thierry, c'est lassant de voir à quel point Meta ne fait que la seule idée un peu original, et encore il l'avait racheté de Meta, c'était justement le métaverse, le système de VR. Enfin, c'était pas franchement nouveau, mais ils ont essayé de l'amener mais sinon, pour le reste, comme tu dis, je pense qu'ils ont tellement d'énergie qui est mise sur leur système de métaverse qu'ils ont plus le temps pour faire de la recherche sur quoi que ce soit d'autre. Mais ça pose une autre question, je pense aussi, c'est est-ce qu'il y a encore dans ces sociétés, il y a quand même du monde qui travaille chez Facebook et dans les départements, que ce soit je dis Facebook encore, mais Facebook, Instagram, etc., est-ce qu'il y a encore une place pour la créativité, pour laisser émerger peut-être des idées que des gens plus jeunes comme le CEO de la boîte peuvent imaginer? Est-ce qu'il y a encore ce genre de place, ou est-ce que il n'y a plus la place de ce côté-là et que ce sera demain le futur Mark Zuckerberg qui va devoir se lancer tout seul et voilà, avec un point de départ, partir on va dire de zéro, mais quasiment. Est-ce que c'est encore possible à l'heure actuelle? J'entends les soupirs. Je finir par bâiller tellement vous soupirez. Non, mais c'est une bonne question, parce que ça commence à dater, la présence de Zuckerberg au sein
de son groupe. Il s'est magistralement planté sur le métavers. Il sort péniblement l'Oculus 3. Comme tu le dis, effectivement, Benoît, c'est en plus des rachats qu'il avait fait de ces technos. Moi, je ne sais pas si c'est une bonne chose quand tu es majoritaire dans une boîte de t'acharner comme ça à ce point-là. Est-ce qu'à un moment donné, il est en train de se tromper, quoi. Il est en train de commencer à décliner. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer la main à un moment donné à des gens qui ont des idées un peu plus novatrices, sans lui enlever le talent? Alors après, la personne, etc., on peut en discuter des heures, mais il fallait quand même avoir le nez fin, entre guillemets, quand il a pensé à The Facebook au départ. Il fallait quand même avoir l'idée, c'est quand même pas rien, quoi. Donc, mais voilà, c'est pas parce qu'il y a eu une bonne idée mise en place de manière magistrale que pour autant il peut en sortir comme ça tous les 15 jours, je pense pas. Qu'est-ce que tu souhaites, toi, Benoît, pour la suite de Meta? Je ne sais pas, mais je pense en plus la difficulté, c'est qu'ils ont un modèle économique qui est extrêmement dépendant de la publicité. Bien sûr. Donc, qui a très bien fonctionné en période de croissance. Avec la situation actuelle où on est dans une situation quand même plus compliquée économiquement, et ça doit être d'autant plus compliqué, en fait. Ils ont beaucoup de crises en même temps. Ils ont le métaverse où ils sont pas franchement arrivés à démontrer quelque chose qui est vraiment tentant. Ils ont leur réseau qu'ils ont presque tous racheté là aussi. Et donc voilà, c'est vrai, vous avez raison, il est peut-être temps qu'une nouvelle génération arrive chez Meta. Ouais. Voilà. Que Meta disparaisse et qu'une autre boîte... Oui, voilà, possible aussi, mais c'est moins probable. C'est pas improbable, à courte échéance non, mais sur le long terme, c'est tout à fait imaginable. Je veux dire qu'à un moment donné, parce que là, tout repose quand même très fort sur Instagram aujourd'hui. On sent bien que Facebook, le public est vieillissant, les jeunes n'adhèrent pas, parce que c'est le réseau des vieux, quoi. C'est le réseau des boomers. Donc, forcément, sa durée de vie, là, elle est comptée en 10 ans peut-être, ou peut-être un peu plus, mais c'est toute une génération en fait qui, une fois qu'elle aura disparu, Facebook disparaîtra avec, sauf s'ils se réinventent, s'ils arrivent à trouver les nouvelles ficelles, mais... Moi, j'ai un gros doute là-dessus. Je pense qu'il y aura 10 TikTok avant que Facebook ne rebondisse. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous qui nous écoutez, mais n'hésitez pas à partager votre opinion avec nous, soit via les réseaux sociaux, par exemple Facebook. J'ai pas dit qu'on avait un public de vieux, j'ai pas dit ça. Mais sinon sur notre chaîne, c'est pas qui tiennent la route pendant longtemps. Sur notre chaîne YouTube également, c'est possible de laisser des commentaires. Donc voilà, il y a toujours moyen de nous contacter ou sur notre site tout simplement, lestechno.be. Rien à rajouter pour ce dossier. On est bien d'accord. On peut passer à la suite. M comme maker, faiseur. En gros, Benoît, une imprimante 3D, alors là, il est focus sur bricolage à la maison, imprimante 3D à granulés, comme les croquettes de chat, quoi. C'est, en fait, pas totalement maison, c'est la version un tout petit peu plus grande. D'accord. C'est fabriqué par Creality, donc c'est une marque chinoise d'imprimante 3D. On avait parlé sur les technos il y a un an, je pense, parce qu'ils avaient sorti cette imprimante avec un tapis roulant. Oui. Qui permettait de produire plusieurs fois le même objet ou de produire des très longs objets. Eh bien, la marque continue de sortir des produits intéressants. C'est pas une news, je sais plus qui dans l'équipe l'a partagé, parce que c'est une news que j'ai vue via la veille des technos, en fait, parce que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que Facebook. Très chouette outil. On partage notre veille et donc parfois c'est vrai qu'on voit des idées d'un copain qui est pas là cette semaine et on se dit tiens mais ça c'est vachement chouette, j'aimerais en parler. Je ne sais plus qui l'a partagé mais c'est vachement chouette. Ça peut être un Xavier qui est fan du sujet, ça peut être un Aurélien qui fabrique des choses dans son garage aussi, ou même David qui imprime des choses en 3D. Enfin voilà. Il y en a plein, il y a pléthore de makers dans l'équipe, donc tout est possible. Pour en revenir à cette imprimante, c'est une imprimante qui vise non plus le grand public, mais plutôt les systèmes professionnels, parce qu'on la nourrit avec des granulés. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de granulés ? En fait, le plastique, si vous avez déjà vu des reportages dans une usine où on travaille le plastique, vous avez déjà visité une, vous savez qu'ils ne travaillent pas avec des filaments.
Ils travaillent des espèces de petites boules, là, qui sont les petites boules de plastique, on les fait fondre, et puis on les met dans un moule, et puis on fabrique l'objet. Eh ben, les filaments qu'on met dans les imprimantes 3D, là, ces longs fils, c'est fabriqué à partir de granulés. Donc c'est pour ça que le filament coûte aussi cher, c'est parce qu'on part des granulés, on le fait fondre, et le filament est déjà un produit transformé. Et une fois que ce produit est transformé, effectivement, on peut l'utiliser pour imprimer de façon classique. Et là, l'idée, c'est de dire, au lieu de... On va s'épargner cette étape de transformation, donc on va directement mettre des granulés dans l'imprimante. L'imprimante va faire fondre les granulés comme on le ferait dans une usine classique, va non pas fabriquer un filament, mais va fabriquer une espèce de filament à l'instant, si tu veux. Donc elle va juste sortir ce qui va permettre d'imprimer, et puis elle va imprimer comme une imprimante 3D classique. Alors, ça a plusieurs avantages. Dans les avantages, le fait que ça permet d'imprimer pendant beaucoup plus longtemps, parce que il y a un petit entonnoir au-dessus de l'imprimante, mais au-dessus de l'entonnoir, on peut mettre un gros silo et on met autant de granulés qu'on veut. Et tant qu'on arrive à injecter des granulés en suffisance, l'imprimante, elle va imprimer, elle va pouvoir imprimer longtemps. D'où le fait qu'ils ont sorti, non pas les petites imprimantes de bureau comme on achète pour la maison ou des choses pareilles, mais vraiment un truc mastoc. Alors, j'ai plus des dimensions là maintenant. Vous irez voir sur le site de la société. Donc, c'est une filiale, j'ai oublié de le mentionner. La boîte s'appelle Creality, mais c'est une de leurs filiales qui sort ça, qui s'appelle Biocreate. Le plateau fait 50 sur 50, 50 cm sur 50 cm. C'est parce que je viens de le voir dans la petite vidéo de présentation du produit. C'est déjà un beau plateau, 50 par 50. Oui, c'est grand. Et ils ont des modèles encore plus grands. Donc là, visiblement, ils visent l'usine. Et alors, le deuxième avantage des petits granulés, c'est que du coup, tu as accès à des granulés auxquels tu n'as pas accès sous forme de filament. Parce que tous les plastiques ne sont pas transformés en filaments. Donc, tu peux faire tout ce que tu veux. Troisième avantage, c'est beaucoup moins cher puisqu'il n'y a pas la manutention pour fabriquer le filament. Bien sûr. Donc voilà. Donc là, quelque part, le marché visé est un petit peu différent de l'imprimante, parce qu'il y a des usines maintenant qui se fabriquent avec des imprimantes. Vous avez sans doute déjà vu ça. Il y a ces étagères remplies d'imprimantes les unes à côté des autres qui impriment. C'est ce type de marché-là qui vise. Il y a quand même un défaut à ce système, c'est que l'extrusion est plus large qu'un filament classique. Donc ça ne permet pas de faire des pièces aussi fines que ce qu'on va pouvoir faire avec les dernières générations d'imprimantes type bureau, type maker. Mais ça c'est vraiment pour faire des pièces mastoc aussi, quoi. Ouais, c'est pas non plus... il sort pas des trucs de 20 cm, c'est quand même petit, mais... Alors je veux pas t'alarmer, mais quand je regarde de près les granulés, on dirait un filament coupé en rondelles. Je me demande si on se moquerait pas un petit peu de nous. Non, je rigole. Mais au départ, je regarde la machine et je me dis, tiens, c'est une machine automatique pour gaver les oies. Cette espèce d'entonnoir avec un tuyau, enfin une buse, on va dire, qui descend vers la tête, enfin vers l'extrudeur. Je trouve ça moi, je trouve ça magnifique. Hein, on n'arrête pas de se réinventer là aussi dans la 3D. Hein, entre les imprimantes qui impriment par le bas, avec des système liquide, moi je trouve ça fabuleux. Ce qui m'embête moins, c'est la vitesse de je suis un type impatient et donc je suis pas convaincu que je pourrais attendre je sais pas combien d'heures des fois avant d'avoir la pièce complète terminée, mais je trouve ça fantastique de pouvoir faire ça, même s'il faut de la place ici, hein, dans ce cas-ci, mais c'est pas toujours le cas, de pouvoir faire ça à domicile. Qu'en pense Thierry, vite fait bien fait? À propos de vitesse, j'ai vu une vidéo, mais moi comme je suis vraiment nul en impression 3D, j'ai pas osé creuser le sujet. J'ai vu une vidéo d'une machine qui va super vite, genre une impression, dont là tu as l'impression qu'elle est faite en vitesse accélérée, en image accélérée, et en fin de compte il y a des petits malins qui s'amusent à faire effectivement ce genre de choses. Il faudra qu'on parle à nos collègues pour voir s'ils peuvent creuser le sujet. Non, alors le sujet là présenté ici aujourd'hui par Benoît me fait penser à un autre usage qui risque d'être très intéressant aussi en matière de coût. C'est qu'en fait, on a par exemple en Suisse des boîtes qui sont spécialisées pour le traitement de plastique, pour en faire un matériau que tu peux réutiliser. Et très souvent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils en font des granules.
Donc, du coup, peut-être l'occasion de repartir sur une matière première très accessible au niveau coût. Ouais. C'est la forme sous laquelle, en dehors des usines, enfin la sortie d'une usine de recyclage de produits plastiques, c'est sous cette forme-là que ça sort. Hein. C'est du minerai de plastique sous forme de granules. Alors, est-ce que ça correspond aux contraintes techniques de la machine? Ça, c'est un autre problème. Mais c'est vrai, tu as raison, ça pourrait être déjà un produit recyclé. Comme on l'avait vu d'ailleurs il n'y a pas tellement longtemps, quelqu'un qui avait fabriqué une machine où il découpait des bouteilles en plastique et en faisait des filaments pour son imprimante. J'avais vu ça. Donc là aussi, c'était un peu archaïque, hein, il faut bien le dire, mais la démarche était intéressante. Donc voilà. Moi, je pense que c'est vers ce genre de solution qu'il faut de plus en plus aller, tant qu'à fabriquer des choses, autant que ce soit avec des matériaux recyclés, pas des trucs tout neufs qui sortent de l'usine. Voilà, ça n'a pas beaucoup de sens. Décidément, les R, ils ont du mal à passer avec Thierry. Voilà. Stratups. S comme Stratups. J'ai mis des R comme rature, comme raté, partout. Parce qu'effectivement, mon image est à l'image de la bande passante que j'ai ici. Oui, parce qu'il y a un pipitcha de bande passante. En fait, il passe par une ligne fax pour l'instant. Mais c'est magnifique, ça passe quand même. Alors, tu remarqueras que dans le titre principal, Stratup s'écrit pas la même chose que Statup. Voilà. Donc, j'ai même vraiment réussi à faire des R en trop ou pas assez. Voilà. Non, mais pour le truc, c'est que c'était pas le titre original. C'est moi qui ai tapé le titre, c'est ma faute, mais je trouve ça rigolo qu'on se soit entendu entre Instagram et Stratup. Ouais. Bref, alors, pas de soucis. On va faire très court parce que je ne vais pas leur donner trop de visibilité parce qu'ils en ont plein, parce qu'effectivement, à cette période de l'année, généralement, je suis à Paris. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas faire à Paris? Parce qu'il y a Vivatech. Et oui, Vivatech, j'ai la chance d'y être allé quelques fois. La toute première fois, c'était l'occasion d'accompagner le pavillon suisse comme un espèce d'entraînement qu'on s'était fait avant d'aller au CES, effectivement. Et donc, du coup, cette année, j'ai décidé de ne pas y aller. Avec mes collègues de la Suisse Fortech, le collectif qu'on a créé et qui accompagne justement les entrepreneurs à découvrir par exemple le CES, on est un petit peu à se moquer là de cette édition parce que Lévy, le patron de Publicis, c'est un peu l'initiant de Vivatech. Il a un joli carnet d'adresses, a réussi à faire venir Elon Musk sur un panel. Il y a plein de trucs très drôles à raconter sur cette édition. Mais voilà, le gag que je voulais faire ici, c'est pas vraiment grand-chose de technologique, puisque d'une part, c'est des startups qui ressemblent plus à des startups. Si vous allez voir le listing, le line-up, pour parler bien Frenchy, il y a que de la grosse boîte. On est franchement à donner un coup de projecteur sur des EDF, des machins, des trucs, des bidules. Ça me fait sourire. C'est un peu dommage. Même si, par exemple, chez Orange, il y a de la R&D, il y a des jolis projets qui sont en train d'être étudiés, qui sont en train d'être imaginés. Mais là, franchement, on est sur un très, très gros coup de pub. Qu'est-ce qui a motivé Elon Musk à venir? Ça, c'est une autre question. Mais ça efface tout le reste. Je me rappelle des éditions de Vivatech où on avait cette petite excitation à découvrir des choses, à être content d'être venu sur Paris pour découvrir des choses qui nous ont épatés. Là aussi, il faut pas se leurrer, pour la French Tech et d'autres, c'est aussi une forme d'entraînement avant de se frotter au marché américain. Là, c'est plus pareil, et j'ai peur justement pour les startups d'un désintéressement à être présent à ce rendez-vous. Deuxième petit joke que je partage avec vous pour continuer à parler bien français. Il y a un panel qui s'est tenu avec Monsieur Macron, et si vous regardez le line-up, je fais exprès d'utiliser que des anglicismes. Eh bien en fait, ils se sont retrouvés à parler en français parce que tout compte fait, ils étaient qu'entre eux. Et c'était un petit peu ridicule de faire que on puisse parler de titres et de thématiques en anglais entre Français. Voilà. Donc
je suis un peu inquiet pour Vivatech, même si je sais que c'est une institution qui va pas mourir, mais l'intérêt que vont porter ou porteront plus les startups que j'avais eu l'occasion de rencontrer à l'époque, à mon avis, va sacrément baisser. Voilà, c'est actuellement là maintenant. J'ai pas d'autres échos et je crois que je vais m'arrêter là au niveau de l'intérêt que je portais à ce rendez-vous, que je trouvais sympa puisque 3h45 de TGV et hop, j'y étais. Je trouvais ça assez pratique parce que c'est quand même une belle initiative à la base. Ça met chaque fois la barre, chaque fois un chouïa un tout petit peu plus haut. Si on se rappelle bien, ça a été la même maladie des conférences. L'ancêtre de Vivatech, c'était le web. Si on s'en rappelle bien. Oui, avec Loïc Lemer. Et chaque année, on mettait la barre un chouïa plus haut. Et ça partait aussi, c'était un peu le concours l'épine du web aux premières éditions. Et on a terminé avec Google, Sarkozy sur scène, etc. Donc, on les adorait, ces rendez-vous. On les adorait jusqu'à quand ça... Ce qui a perdu Loïc Lemer. Faire venir Sarkozy, c'était pas la meilleure des idées. Mais, et donc, ici, on est un petit peu sur la même tendance en accéléré. Et avec des ambitions, en plus, qui prennent de plus en plus, on sent, je sais pas ce que tu en penses Benoît, mais que de plus en plus en Europe et en France en particulier, on a envie de reprendre un peu d'indépendance, d'autonomie et de faire revenir des technologies et des usines, je pense aux batteries par exemple pour les bagnoles ou même aux processeurs, et je pense que c'est un petit peu ça aussi qui intéresse notre ami Elon Musk, et donc ça c'est des gros capitaux quoi. Benoît, qu'est-ce que tu en penses? Bah oui, évidemment, c'est exactement ce qui se passe. On se rend bien compte que l'industrie européenne, on a beaucoup désindustrialisé. On s'est rendu compte avec les événements de ces dernières années, que ce soit la pandémie, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit les effets de l'inflation, la montée des coûts de transport, etc., que c'était peut-être pas la stratégie la plus viable à long terme, sans même parler de la crise climatique. Donc forcément, on vient. Et comme tu le dis, après, la France est un pays qui est un pays de grandes industries en finale. C'est assez consistant, c'est assez cohérent avec la culture française, qui est pas la culture de tous les pays d'Europe. C'est pas qu'elle est meilleure ou moins bonne, c'est juste sa culture. C'est une culture de grandes industries, et donc on peut le regretter. Je comprends que tu le regrettes, Thierry, mais en même temps, ça me surprend pas quelque part. Sorry, Thierry. Oui, c'est un pays avec des grands capitaines d'industrie comme l'Italie. On a eu le décès de Silvio Berlusconi cette semaine, par exemple. Ça en fait partie. Ça fait partie et comme tu le dis, tous les pays n'en ont pas. Et voilà, c'est pas une obligation, mais il y a cette envie de créer des choses. Quand on annonce des gros budgets ici, Emmanuel Macron a détaillé son plan de 500 millions d'euros, qui est un petit peu inférieur à ce qui avait été promis il y a 4 ans ou 5 ans maintenant, mais bon, bref, c'est pas une levée de fonds, 500 millions d'euros, voilà. En même temps, si tu réfléchis, quand on a désindustrialisé, on a été nombreux, je reconnais mes erreurs, j'en faisais partie, à dire il faut effectivement, ça a du sens, etc. Il y a des gens qui à l'époque disaient déjà attention, il faut conserver des compétences chez nous. Au final, ils étaient un peu visionnaires quelque part, et donc voilà, on revient vers ça, quoi. Et donc on revient vers nos habitudes culturelles en fonction des pays. Je pense que ça va être et de fabriquer des choses chez nous, à proximité. Enfin, il y a aussi cet aspect-là. Donc, voilà. Ok, bon, ça a le mérite d'exister. En tout cas, Vivatech, il y avait un manque, on le sait tous, justement. Par rapport à ce qu'on vient de dire, c'était assez logique que ça revienne et que ça résiste, que ça ait résisté d'ailleurs à la période Covid, c'est pas plus mal. On sait que des institutions comme le CES a eu bien plus de mal à supporter le coup que ce genre de choses. Donc voilà. Passons à la suite, c'est la lettre T. T comme tractique. Non, je rigole. Tactique. C'est Benoît. C'est pas l'attaque du gendarme, non, rien à voir. C'est une tactique un petit peu inhabituelle, une tactique militaire, on va dire. Voilà. Les Russes avaient inventé l'avancée négative, ce qui n'était pas un recul. Non, on avance négativement. Ici, c'est encore autre chose. Voilà, c'est dans le cadre d'une conférence sur l'intelligence artificielle, on y reste toujours, dans un contexte aéronautique. Donc ça a été organisé en Grande-Bretagne par la Royal Aeronautical Society, et un colonel de l'armée américaine qui est en charge de la partie thèse d'intelligence artificielle et opération d'intelligence artificielle
au sein de l'US Air Force, a partagé, de façon un petit peu maladroite, j'y reviens dans un instant, a partagé une expérience de pensée qu'ils ont réalisée. On sait que l'armée fait des tests grandeur nature, comme l'exercice en cours actuellement, Air Defender, au-dessus de l'Allemagne, et puis à l'autre extrême, parce qu'on peut pas tout le temps mobiliser les gros moyens, et c'est pas toujours nécessaire, des exercices de pensée, et puis des choses entre les deux, où on fait des essais de taille variée. Donc l'exercice de pensée, c'est élaborer des scénarios, en se disant, tiens, on imagine telle situation, quels sont les scénarios possibles. C'est du wargame. Commencer à réfléchir et commencer à se préparer. Et il a partagé un scénario sur lequel ils ont travaillé en matière d'intelligence artificielle, qui consiste à dire, en finale, quand on forme une intelligence artificielle, on va la former à aller éliminer des cibles. Une intelligence artificielle armée, on va la former à aller éliminer des cibles. Mais ce qu'on fait habituellement dans ce genre d'opération, il y a quelqu'un à la base qui confirme avant de tirer sur la cible. Et donc l'intelligence artificielle va à un moment se rendre compte que ce type-là, il m'empêche de gagner des points. Et donc, dans le raisonnement, l'intelligence artificielle pourrait revenir, buter son opérateur et repartir marquer des points. Alors là, on va dire, bon, attendez, stop, on va réentraîner l'intelligence artificielle en lui disant, c'est très mal de buter ton opérateur. Pas de problème, il suffit d'abattre la courroie de communication et de nouveau, elle devient autonome et elle peut aller abattre gentiment et marquer des points. Je le rappelle, c'est un exercice de pensée. C'est même pas des manœuvres, c'est pas un test ou quoi que ce soit, mais c'est le genre de raisonnement auquel l'armée américaine est en train de faire quand elle réfléchit à comment mettre en œuvre l'intelligence artificielle dans un contexte qui est quand même pas neutre, parce que faut être réaliste, si on a un drone comme ça, dont la mission est voilà. Et moi, ça me rappelle de vieux textes concernant l'intelligence artificielle qui ont au moins 20 ans, où on démarrait ce genre de réflexion, et c'est exactement la même chose. En substance, une machine, elle est là pour faire quelque chose. On parlait de machine à coudre tout à l'heure, elle est là pour faire des points, et elle va faire des points. Et elle va faire des points efficacement, si c'est une Suisse. Donc elle va faire des bons points. Mais après, si on imagine une intelligence artificielle combinée à ça, elle va essayer de le faire mieux et plus efficacement. Et le problème, c'est que la morale, entre guillemets, de la machine, c'est de faire bien ce qu'on lui a demandé de faire. Donc la machine à coudre, sa morale, c'est de faire des bons points. Le drone de combat, sa morale, ça va être de buter les gens de la façon la plus efficace. Et ça montre c'est un peu rassurant quelque part de se dire que les militaires y pensent et introduisent un peu d'éthique dans leur réflexion. Que les militaires pensent déjà, c'est déjà beaucoup. C'est méchant, mais voilà. Mais en même temps, c'est un peu le même genre d'exercice. Rappelons-nous, il y avait même eu un site de simulation où chacun pouvait un petit peu se prêter au jeu par rapport au véhicule autonome. Le véhicule autonome, vous êtes dans une voiture autonome, vous êtes la voiture autonome, des enfants traversent la rue ainsi qu'une vieille dame, vous ne savez plus vous arrêter, vers où vous allez. En gros, qui c'est que vous butez en fait. Qui c'est que vous butez, ouais. 3 petits chats traversent la route, des enfants traversent la route, qu'est-ce que vous chopez au passage? Et tout ça pour voir si l'intelligence artificielle, enfin quelque part à un moment donné, il faut essayer de trouver il faut mettre de l'éthique là derrière, exactement. Et donc, et pas uniquement de la logique pure, dure, voilà, c'est un peu la même chose. Alors du coup, la presse en a fait ses choux gras et c'est fait juste des titres, comme quoi un drone militaire a tué son opérateur et tout le monde a vu ça. Et moi on m'a dit, alors les gens n'ont pas lu les articles évidemment parce que du coup il y a les gens qui viennent vous trouver en disant t'as vu, il y a un drone qui a tué les militaires, c'est quand même grave, c'est Skynet, ça y est on y est, c'est Terminator. Lisez les articles, ne restez pas sur les titres. Et puis lisez les révisions des articles, parce que les premières versions des articles, les versions actuelles sont quand même très différentes. Il y a des différences. Il a apparemment mal expliqué les choses. Donc le côté test il a dû se reprendre, de pensée n'a apparemment pas été clairement expliqué dans la conférence, et il a dû le clarifier par la suite. Et comme plusieurs observateurs l'ont mal compris, c'est sans doute qu'il n'a pas été très clair dans son propos. Oui, non, mais c'était surprenant. Penser militaire dans la même phrase, c'est surprenant pour un journaliste. Voilà. Et donc, tu me fais penser à Cavana, qui dit que pendant longtemps, on a cru que la chose la plus bête, c'était le képi vide. Jusqu'au jour où on a essayé de mesurer l'intelligence du képi plein. Mais bon, voilà. Ceci dit... la preuve en est, ces derniers temps, on en a quand même besoin de temps en temps.
Mais on vous a mis les articles en lien, comme toujours d'ailleurs, hein, on vous met toutes les sources, puisque c'est une revue de presse, c'est assez logique, dans la description de l'épisode que vous écoutez. En ce moment, je pousse sur le bouton, parce qu'on a encore une lettre. La lettre V, comme Vision Pro. On vous en avait touché un mot la semaine dernière, semaine de keynote Apple. Apple avait présenté ses lunettes de réalité augmentée, de réalité virtuelle même. Et donc, il y a quand même un petit souci. Ce nom a été choisi par un militaire. Oh là là, youpi, c'est la fête. J'ai la solution pour la simulation sur la voiture. Vous avez qu'à éduquer vos gamins pour pas qu'ils traînent sur la route. Voilà, comme ça vous éduquez vos chats et vos vieux. Non, mais c'était effectivement déjà moi la semaine passée qui vous avait parlé de la Vision Pro. Et ça, c'est une news que tu as partagée, Marc, qui m'a fait bien rire. On va faire très très court. Et c'est la seconde fois que la marque, en tout cas à ma connaissance, peut-être il y en a eu plusieurs, mais c'est la seconde fois que la marque à la pomme tape dans des marques qui existent déjà. Souvenez-vous, iPhone, c'était pas si évident que la firme de Cupertino puisse utiliser effectivement le terme iPhone sur son smartphone que présentait fièrement Jobs. Là, c'est l'histoire qui se répète. C'est Huawei qui a déjà un produit déposé, une marque. Alors certes, c'est en Chine, certes, c'est chinois, mais c'est Huawei. C'est Huawei quand même, ouais. Ça va pas être simple quand même. Ouais, je sais pas ce qui se passe dans la tête des gens de chez Apple, parce que d'une part, juste pour pas refaire la chronique de la semaine passée, c'est quasiment 6 ou 7 ans d'épisodes de travail sur ce produit. Allez écouter notre confrère Bruno Guglielminetti, qui a eu la chance d'aller interviewer un gars qui a fait beaucoup pour la Vision Pro, puisqu'il a rencontré un entrepreneur québécois qui travaillait lui aussi sur un casque de réalité augmentée, de réalité virtuelle, et ils s'étaient rencontrés il y a plusieurs années en arrière au CES, et si vous écoutez l'épisode, vous comprendrez d'où vient la molette, ce petit bouton qui vous permet d'augmenter ou pas l'immersion dans un monde virtuel. Voilà, donc 6 ans de dev, des achats, des tests, il y a le poids, la chaleur, tout ça, et puis bien évidemment, j'imagine, il y a le branding, il y a le juridique, et puis Apple n'est pas une boîte où ils sont 12 employés, et donc moi je suis toujours surpris de savoir que nous en Suisse on a l'IFPI, l'Institut fédéral à la propriété intellectuelle, et comme dans plein de pays, ces instituts, ces organismes sont reliés au reste du monde. Alors ça coûte de l'argent, ça prend du temps, mais en 6 ou 7 ans, tu as quand même le temps de voir si la marque sur laquelle tu veux miser, elle n'est pas déjà prise. Donc voilà, moi je pense cette news avec un peu d'humour, mais je suis quand même un petit peu perplexe, parce que c'est quand même Apple, donc c'est pas une boîte, c'est pas rien. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je vous pose la question, ça va vite Benoît, devenir... Marc, qu'est-ce qu'il faut penser d'un truc pareil? Ça va vite devenir iVision. Retour au bercail, comme ça. Ça se trouve, iVision est aussi un terme une marque déjà choisie. Peut-être. Ceci dit, là c'est gros parce que c'est la Chine, c'est Huawei, mais ceci étant dit, on a eu des cas comme ça où on trouvait un nom super quelque part dans un pays, et puis il y avait un gamin à l'autre bout du monde qui avait son site internet qui portait le même nom. Qu'est-ce qu'on fait? On le rachète et on le dédommage. Je vois... Il a envie de parler. Je veux dire un mot. Benoît, vas-y. Je pense que vous réalisez pas à quel point c'est culturel chez Apple. Le nom Apple appartenait aux Beatles. Oui. Et pendant 25 ans, Apple a été en conflit avec les Beatles sur le nom pas dans le catalogue. Macintosh, le laboratoire Macintosh, qui fabrique des enceintes et des systèmes hi-fi haut de gamme. Apple a dû acheter les droits. La Mighty Mouse, qui est ce dessin animé là, Apple a dû acheter les droits. C'est culturel chez eux. Sorry les enfants, mais c'est culturel chez Apple. Ceci dit, peut-être qu'ils se disent... Pour l'inverse de ce que tu dis, Thierry, ils vont voir la liste des noms déjà pris, ils disent tiens, ça c'est un chouette nom, on va l'utiliser. Oui, mais peut-être qu'ils se sont dit justement, tiens, Vision Pro est déjà bien installé en Chine, on va le prendre, et comme ça on aura gagné du temps.
Ah oui. Ah oui. Ouais. C'est peut-être voilà, c'est comme bonjour. Attends, ça c'est rendez-vous au début. C'était rendez-vous, mais ça reste rendez-vous, hein. C'est resté rendez-vous. Alors ça a été bonjour au début, c'est venu rendez-vous. Oui, c'est un truc comme ça. C'est vrai, t'as raison. C'est la culture chez Apple. C'est vrai, t'as raison. Il y a iPad aussi. C'était aussi un terme déjà utilisé. iPad. Ouais. Donc voilà. Autant le savoir. C'est des choses qui arrivent, que si vous voulez. C'est amusant parce que c'est vrai que c'est des gros morceaux et chaque fois on se dit mais comment ils ont pu. Parce que même nous, quand on réfléchit à un nom, quand on a choisi les technos pour faire le podcast, on a fait des recherches. Est-ce qu'il y a déjà un podcast qui s'appelle comme ça? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Ne serait-ce que pour trouver le nom de domaine. Enfin voilà, tout le monde travaille là-dessus à un moment donné. Et là, eux passent à côté. Moi, je pense que derrière il y a anguille sous roche, il y a un petit truc, c'est peut-être aussi pour se rapprocher un peu avec Huawei, trouver un arrangement à l'amiable à un moment donné, ou que sais-je. Moi, je suis un peu comme ça maintenant, je me dis que finalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Merci à tous les deux pour cet épisode fort enrichissant, l'épisode 407. Il y aura une suite, le bonus 407, que nous allons... enregistré, nous sommes en pleine nuit maintenant. Et donc, nous allons quand même l'enregistrer après quelques gorgées parce que nous avons très soif tous les trois. Et donc, on va se dire à très bientôt. N'hésitez pas, hein, comme toujours, les commentaires, évidemment, sur les plateformes habituelles, sur notre site lestechno.be. N'oubliez pas aussi, c'est notre seule gratification sur les différentes plateformes sur lesquelles vous nous écoutez, les pouces vers le haut, les étoiles, si ce sont des étoiles ou que sais-je, si c'est des bananes, mettez des bananes. Si c'est des voilà, mais mettez-en un maximum. Comme ça, ça nous permet de mieux nous faire connaître aussi, et comme ça, vous êtes plus nombreux à nous écouter, et c'est très bien comme ça. Merci à tous les deux une fois de plus, et on se dit à très bientôt. Salut.